Alors vous dirigez Primark pour la France. On associe évidemment souvent la marque Primark à la fast fashion. Est-ce le cas en pratique? Cette catégorie n'existe pas et le gouvernement et l'État essayent de la créer et aujourd'hui ils n'y arrivent pas. Nous on a 2 collections par an, une en hiver et une en été et c'est tout. Nos collections elles sont faites 18 mois avant de les livrer aux clients, de les mettre devant les clients. Donc nous, on est plutôt slow fashion que fast fashion. Nos designers, 18 mois à l'avance, on espère qu'ils capturent toutes les tendances. Quelquefois, ils ratent des tendances, mais on ne peut pas se rattraper. Donc on n'est pas du tout dans la catégorie de certains qui sont capables de dessiner et de présenter aux clients en quelques jours des produits. C'est absolument pas notre modèle économique. Alors il existe un débat malgré tout difficile évidemment entre d'un côté ceux qui voudraient mettre un terme précisément à la fast fashion, quelle que soit l'appellation qu'on utilise, et d'autres qui mettent en avant les problèmes de pouvoir d'achat, notamment en France ou ailleurs, qui empêcheraient évidemment les clients d'acheter des produits de meilleure qualité et éventuellement de prix supérieur. Quelle est votre position? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas opposer prix bas et qualité. Vous avez des produits de très bonne qualité qui ne sont pas chers, et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un produit cher et qui soit de mauvaise qualité, vous allez le laver et puis il va être déformé et où la couleur va partir, etc. Donc il ne faut pas opposer l'un par rapport aux autres. Aujourd'hui, les consommateurs consomment de tout. C'est-à-dire que vous avez certaines personnes qui vont être capables d'aller s'acheter une paire de baskets de marque à 250 € et en même temps de porter un joli t-shirt à 3 €. On consomme comme ça aujourd'hui et il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Alors Primark a néanmoins fait partie, donc avec d'autres, de marques qui ont été mises en cause en 2013 lors de l'effondrement de Rana Plaza. Un événement évidemment terrible au Bangladesh qui avait fait plus de 1000 morts. Qu'avez-vous changé, alors pas vous personnellement, mais évidemment l'entreprise que vous représentez, dans vos méthodes d'approvisionnement ou de confection depuis cette date? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pays comme le Bangladesh, il n'y a pas de droit du travail, il n'y a pas de droit de la construction, il n'y a pas de droit du tout. À la suite de cette catastrophe qui a été terrible au niveau humain, nous et d'autres, on va dire occidentaux, qui confient leurs produits à la fabrication au Bangladesh, au Pakistan, en Inde ou en Chine, on a pris des dispositions, c'est-à-dire qu'on s'est suppléé par rapport à l'État, notamment pour mettre en place des normes de construction et de vérifier au moyen d'ingénieurs si les fabricants que nous mandatons pour produire nos produits sont dans des bâtiments qui sont solides. Donc ça, c'est nous qui le contrôlons et c'est nous qui avons mis des normes qui n'existent pas. Alors la mondialisation met en concurrence des pays ayant, comme vous l'abordez à l'instant, des systèmes de protection et un droit du travail très différent, évidemment, selon les cas. Pensez-vous qu'il faudrait faire converger tous ces systèmes pour garantir des droits équivalents à tous? Vous savez, je ne sais pas qui se lève le matin en disant on va être très méchant et il n'y aura pas de droit du travail, on ne va pas payer les gens, on va les insulter. Personne ne veut faire ça. Bien sûr qu'on voudrait que tout le monde soit heureux, sauf que si vous voulez, il y a des réalités de pays. Le niveau de vie d'un pays au Bangladesh n'a rien à voir avec le niveau de vie de la France, de l'Angleterre, de l'Italie ou de l'Espagne. Ce qu'il faut faire, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait, nous avec d'autres, on se met aux côtés de ces gouvernements, de ces États, et on met en place des normes, on met en place des chartes de qualité en leur demandant de les respecter. S'ils ne les respectent pas, nous partons. D'abord parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait encore des hommes et des femmes qui soient maltraités, et c'est pour ça que ces normes sont assez drastiques. Ensuite, il ne suffit pas de mettre des normes, il faut former les gens, les accompagner, parce que les choses ne sont pas magiques, elles ne se décrètent pas. On les accompagne. Si d'aventure ils n'arrivent pas à suivre nos normes, on les reforme et on contrôle. On a 2000 personnes qui contrôlent en permanence nos sous-traitants, puisque nous ne sommes pas propriétaires de nos usines, pour vérifier si justement ces chartes de qualité sont respectées. Et est-ce que c'est le cas en pratique ou vous avez encore des surprises parfois, des mauvaises surprises? Non, on n'en a pas parce que les fabricants avec qui nous travaillons, on travaille avec eux depuis 20 ans. Ce sont des gens extrêmement sérieux, de grande qualité. On a 95% de nos fabricants sont les mêmes que toute la concurrence. Un bon fabricant pour Primark, il est bon aussi pour Hugo Boss, il est bon aussi pour H&M, il est bon aussi pour Kiabi. On a les mêmes fabricants. Alors Primark emploie des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Rencontrez-vous des problèmes de recrutement face à des jeunes générations qui parfois ont des demandes justement de plus en plus fortes en termes de RSE, de responsabilité sociale environnementale?
et qui parfois ont peut-être du mal à s'associer, vous voyez, à des marques qui peut-être sont des standards un peu différents? Non, on n'a pas du tout de mal à recruter. Je vais parler du cas de la France, puisque je ne m'occupe pas du recrutement de ce que font mes collègues. Mais non, en France, quand on arrive dans une ville et qu'on crée 100, 200, 300, 400 emplois, on a des milliers et des milliers de candidatures. Et comment est-ce que vous voyez les prochaines années en termes de développement, justement, parce qu'on voit à la fois, si on prend le secteur du luxe, il y a un effritement qu'on constate, il y a des critiques, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, sur ce qu'on appelle la fast fashion, avec les guillemets que cela peut supposer. C'est quoi un peu la feuille de route de Primark pour les prochaines années? Vous savez, l'industrie du textile n'est pas dans le déni. On est tout à fait lucide sur le fait qu'on doit faire en sorte que le textile ne pollue pas la planète. Est-ce que demain, vous et l'ensemble de nos clients vont arrêter de se vêtir? Je ne crois pas. Est-ce qu'on va décider qu'on va garder le même pull pendant 18 mois? Je ne crois pas. Il n'y aura pas de retour en arrière. À nous, l'industrie textile, de faire en sorte qu'on ne pollue plus, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. On le mesure, on a pris des engagements qui sont fermes, qui sont contrôlés non pas par nous, mais par des ONG, et chaque année, on fait un rapport sur ce qu'on met en place pour limiter la pollution. Allez, on va dire à 10-15 ans, le textile ne sera plus montré du doigt. Est-ce que vous pensez que les pratiques qui sont encore un peu marginales aujourd'hui, qu'on appelle l'upcycling, qui consistent à utiliser des matériaux déjà utilisés, ça peut être un élément d'avenir, je veux dire, pour des marques comme la vôtre? Absolument. Et d'ailleurs, on met en place, nous, des ateliers de recyclage de vêtements. On met des ateliers dans nos magasins pour expliquer à nos clients comment est-ce qu'on remet un bouton, comment est-ce qu'on change une fermeture éclair. Non, bien sûr, absolument.